Greetings, everybody. A very Bonjour warm à tous et à toutes et bienvenue à chacun pour nous avoir rejoints pour la deuxième réunion sur notre réflexion collective. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pu nous rejoindre hier sur les progrès réalisés jusqu'à présent dans la santé maternelle et néonatale. Je m'appelle le Dr Shams Sayed de l'OMS et j'aurai le privilège d'animer notre discussion aujourd'hui et notre dialogue. Tout d'abord, des annonces pratiques. Nous allons être actifs sur les réseaux sociaux et nous vous encourageons à participer avec hashtag April20 Collective et hashtag 2023. Nous avons une interprétation simultanée de l'anglais vers le français. Si vous voulez entendre les débats en français, n'hésitez pas à cliquer en bas de votre écran sur le bouton correspondant pour entendre en français. N'hésitez pas aussi, si vous avez des problèmes techniques, à appuyer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Mais si vous avez également des commentaires à faire paraître sur le chat, vous pouvez l'écrire directement sur la boîte de dialogue. Et comme je le disais, pour avoir accès à l'équipe technique, c'est en bas à droite sur le bouton rouge. Nous allons utiliser certains outils interactifs et encourager votre participation. Donc, lorsque vous verrez que c'est le bon moment, il y aura une indication dans la boîte de dialogue pour faire défiler le menu jusqu'en bas. Et lorsque cet outil sera actif, veuillez utiliser votre souris et l'écran pour pouvoir répondre à la bonne question. Nous allons avoir une mise à jour en temps réel pour tenir compte des réponses aux questions. Tout d'abord, il y a un sondage que vous pouvez remplir dès à présent pour nous dire d'où vous nous rejoignez dans le monde aujourd'hui. Donc, veuillez dérouler le menu jusqu'en bas, appuyer sur le bouton plus et ajouter l'information qui vous correspond. Pour entamer notre session, nous sommes ravis d'écouter Melissa Jones, qui est administrateur adjoint du bureau de USAID, qui va nous donner quelques remarques d'introduction sur les soins respectueux pour les jeunes mères et les nouveau-nés et les familles. Puis nous entendrons l'intervention de ma collègue à l'OMS qui est directeur de recherche et qui va nous parler des différentes étapes et conclusions de sa recherche jusqu'à présent. Tout d'abord, nous allons entendre Melissa Jones. Tout d'abord, merci, Dr Sayed. Tout d'abord, je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de la communauté qui nous a permis de jeter les bases pour nos recherches et le dialogue que nous avons aujourd'hui autour de la santé maternelle et néonatale. Dans l'ensemble de mes années de service, j'ai vu par moi-même comment la sauvegarde et le respect apporté aux femmes est fondamental pour avoir une société solide et prospère. Nous regardons toutes les facettes du développement dans la communauté et à USAID, nous essayons de faire tout notre possible pour accroître la transparence, la bonne gouvernance et les ressources suffisantes au niveau intérieur pour répondre aux défis. Mon travail dans des pays d'Asie et d'Afrique me rappelle de tout cela dans l'envers du décor. Cela fait participer tout le monde. Les nouveau-nés ont le droit de recevoir le plus haut niveau de soins avec des soins qui soient respectueux et de très haute qualité, quel que soit l'endroit où ils naissent. Mais ceci n'est pas toujours la réalité. Il y a trop de femmes qui continuent de faire face à un manque de respect et à des actes d'abus ou d'harcèlement avant la naissance. Ceci rejaillit négativement sur la santé mentale de la mère et sur la santé du nouveau-né et son bien-être. Nous avons à USAID des recherches au Kenya et en Tanzanie qui couvrent l'ensemble de ces questions et les mécanismes qui sous-tendent cette réalité. Nous regardons le contexte de chaque pays comme un contexte unique et particulier. Et ensuite, nous avons également
établi un partenariat avec l'OMS pour étendre nos activités au Ghana et au Nigeria. Nous regardons l'ensemble des problématiques autour de la santé maternelle et néonatale et nous avons mis sur pied une petite boîte à outils. Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a fait redescendre la qualité des soins que les femmes sont en droit d'attendre et dont elles ont besoin. Ceci a réduit le nombre de visites obstétriques et ceci a entravé les résultats au niveau du travail de la naissance et la naissance elle-même. Et ceci se fait ressentir au lendemain de la pandémie de Covid. Malheureusement, ceci a eu des effets négatifs qui se feront sentir dans les années à venir. Nous pouvons faire en sorte de renforcer notre système de santé, mais nous ne sommes pas encore arrivés au niveau où nous en étions avant. Il faut mieux faire. Nous voulons améliorer l'accès aux soins, mais nous voyons dans la réalité que des soins de mauvaise qualité sont responsables de plus de décès qu'un manque d'accès à ces soins. Donc, il faut tout faire pour inclure ces composantes. Tout d'abord, faire entendre la voix des femmes et des familles. Deuxièmement, reprendre la structure et l'environnement qui a un impact sur le résultat et qui rejaillit sur l'ensemble de la chaîne du système et sur l'équité. Troisièmement, reconnaître que l'accès aux soins n'est pas suffisant en tant que tel. Enfin, il faut renforcer les systèmes de santé en faisant participer toutes les personnes concernées, que ce soit les femmes, la communauté, les prestataires de services de santé, le personnel de santé. USAID, avec les autres partenaires, s'engage à ce que les soins soient plus efficaces, et ceci grâce à la participation des partenaires au niveau local. Et nous espérons que beaucoup d'entre vous pourront mener cet effort. Pour conclure, je dirais que je voudrais en savoir plus dans cette communauté très dynamique. Je voudrais entendre votre voix pour continuer d'améliorer la santé maternelle et néonatale. Nous avons ici une excellente base de départ avec ces conversations et ce dialogue. Je voudrais vous remercier de votre attention. Bonjour à tous. Je m'appelle Özge Tunsalp de l'OMS et je voudrais revenir sur un certain nombre d'idées forces que nous allons utiliser. Tout d'abord, je voudrais revenir sur des questions de terminologie parce que nous avons plusieurs termes pour signifier des concepts extrêmement précis. Or, nous devons faire avec une violence obstétrique, un manque de respect et des abus, des mauvais traitements et les soins qui soient respectueux. Nous avons établi un certain nombre de pistes pour nos recherches qui nous permettent de mener vers des soins plus respectueux. Sur la typologie que nous avons identifiée, nous avons réalisé une étude à plusieurs niveaux et dans plusieurs pays. Nous nous sommes centrés sur plusieurs thématiques, à savoir l'expérience de beaucoup de femmes de mauvais traitements pendant l'accouchement, l'expérience de beaucoup de femmes sur des procédures qui ne sont pas consenties, l'expérience également d'examens intravaginaux qui ne sont pas consentis et également des mauvais traitements pendant la naissance. Donc, nous voyons tous ces phénomènes et nous les avons étudiés. Nous devons continuer à mieux comprendre la réalité. Qu'en est-il des nouveau-nés et des soins apportés aux nouveau-nés? Nous avons observé des dyades maternelles nouveau-nés de l'ordre de 1680
et nous avons mis en regard les pratiques que nous avons observées par rapport aux nouveau-nés. Dans cette analyse, nous avons mis en exergue le besoin de mieux comprendre les attentes des femmes et des familles, quelles sont leurs préférences et quelles sont les pratiques qui peuvent être considérées comme de mauvais traitements. À la fin mars, nous avons publié un supplément spécial sur le fait de mieux comprendre les mauvais traitements infligés aux femmes, et ceci dans le but d'améliorer la qualité de services de santé. Il s'agit d'une étude qui a été basée sur un impact positif, l'accompagnement pendant le labeur et l'accouchement, et tout un ensemble de mesures de satisfaction. Ce que je voudrais dire par-dessus tout, c'est que des soins respectueux constituent un des droits humains. Il s'agit de la première marque de respect par rapport à des droits humains. Et ceci arrive au tout début du cycle de la vie avec une approche vers des soins de santé maternelle et néonatale. Nous avons étudié tout un ensemble de processus et établi un certain nombre de recommandations que nous espérons voir inclus dans les politiques. Autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, il s'agit du fait que la bonne qualité des soins est à la fois sûre et respectueux. Et ceci est manifeste lorsque l'on étudie les normes d'amélioration de qualité pour les soins maternels et néonataux dans les installations de santé, dans les dispensaires. Nous avons également mesuré les normes d'amélioration des soins de santé au niveau des enfants et des jeunes adolescents, et également au niveau des enfants et des nouveau-nés qui soient malades ou vulnérables. Les recommandations de l'OMS au niveau antinatal et périnatal et postnatal nous a mené vers la constitution de fascicules qui nous permettent de reprendre un certain nombre de recommandations. Nous avons donc publié un certain nombre de recommandations pour ces différents cycles. Nous avons commencé par une étude qui demandait aux femmes ce qui était important pour elles, et ensuite nous les avons incluses avec des recommandations. Nous avons complété donc en 2018 par davantage de recommandations, sachant que ce cycle avait été entrepris dès 2016, et ensuite nous avons donc ajouté progressivement au corpus de recommandations au cours des années. Plus récemment, nous venons de lancer à droite sur l'écran un ensemble de recommandations de l'OMS sur la santé périnatale et postnatale, avec tout un ensemble de recommandations. Ceci a été lancé dès la fin mars. Nous avons 63 recommandations de soins maternels de nouveau-nés par rapport également au système de santé et aux interventions médicales. Il y a des recommandations qui s'adressent aux différents niveaux d'intervention périnataux et postnataux. Autre élément important, il s'agit de l'amélioration de la qualité. Comment pouvons-nous intégrer les soins respectueux avec les programmes de santé maternelle et du nouveau-né? Un exemple demande un partenariat entre les gouvernements, les agences et les bailleurs de fonds qui nous permettent de mettre sur pied des programmes pour améliorer la qualité des soins. Il y a également un processus d'apprentissage qui fait qu'on écoute la façon dont les femmes ont vécu l'expérience de la grossesse et surtout de l'accouchement, et nous essayons de mesurer cette expérience pour l'intégrer dans des indicateurs de système de santé. Nous essayons également de mettre l'accent sur les sages-femmes en ayant des
mise en réseau des connexions sur des soins qui soient un témoignage de compassion. Par rapport à la stratégie, nous devons tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui dépassent juste la prestation de services. Il faut réduire les mauvais traitements, promouvoir des soins qui soient respectueux. Nous devons avoir une réflexion sur les dynamiques de puissance, de race, de genre. Nous voulons davantage de partenariats participatifs dans les communautés. Et on regarde également la réalité dans l'ensemble des secteurs de la société et nous espérons que ceci aura un effet positif pour avoir un soutien à apporter aux différents pays et aux partenaires qui font que tout ceci devient réalité. Nous avons des intervenants de très haut niveau qui viennent du Ghana, du Nigeria, de Tanzanie, du Malawi et d'Éthiopie. Et nous espérons que nous pourrons avoir un dialogue fructueux avec ces éminents intervenants. Nous sommes heureux d'avoir la perspective de ce dialogue fructueux. Bonjour à tous, merci et bonjour. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons tout un foyer d'expérience et de connaissances qui est présent avec nous sous la forme des participants au panel. Je vais poser des questions à chacun des intervenants et ensuite nous étudierons les réponses des différents collègues. Peut-être qu'il y aura des réponses un petit peu provocantes, sait-on jamais. En tout cas, nous recherchons un dialogue véritable et des mesures que nous pourrons mettre en pratique, que nous pourrons traduire dans les actes. Première question. Et je vais m'adresser au docteur Younis et ensuite à la docteur Brenda. Différents pays ont entrepris des voies différentes par rapport au renforcement des soins de santé maternelle et néonatale. Par exemple, l'Éthiopie a suivi une démarche d'un ensemble de prestataires de santé qui fassent preuve de compassion, tandis que la Tanzanie a intégré une stratégie d'inclusion des genres. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les différents avantages et les inconvénients de ces différentes approches? Et je donne tout d'abord la parole au docteur Younis, tout d'abord, et après docteur Brenda. Merci. Alors, nous avons décidé de donner la priorité au principe de compassion parmi le personnel de santé et le système sanitaire. Et cela a commencé en 2016 dans le cadre d'un plan de transition, puis suivi par un nouveau plan sanitaire 2020-2021. Nous avons tiré les leçons de la première partie en 2016 et nous avons essayé de voir comment nous pouvions améliorer l'opérationnalisation de cette valeur, de ce principe dans nos stratégies. Donc, nous intégrons le principe de RMNC dans les programmes au travers des formations également pour enseigner au personnel comment faire preuve de compassion et de respect pour les patients. En 2018, une étude avait montré un manque clair de mise en œuvre de RMNC et cela a entraîné une baisse de la qualité des services. Donc, il a été recommandé à ce moment-là d'avoir une priorité claire pour le RMNC
avec des recommandations qui ont également été faites pour d'autres institutions. Nous avons alors mis en œuvre cette stratégie qu'on appelle CRNC dans une approche généralisée. L'avantage de mettre en œuvre cette stratégie au niveau national était d'avoir un plan dédié qui mettait l'accent également sur le développement des ressources humaines. Interprète s'excuse, le son est très mauvais. Nous essayons donc d'intégrer cela pour l'instant des premiers résultats. Après une première stratégie autonome, avec cette stratégie intégrée, cela a permis d'assurer une plus grande intégration à travers plusieurs régions. Merci. Merci de cette question. La Tanzanie a développé des lignes directrices pour le genre et les soins respectueux dans les programmes de soins de santé pour la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Donc, tout cela a été intégré également dans les programmes de santé adolescente et infantile et n'est pas vraiment placé sous l'unité de genre, même si c'est mené par l'unité ou le département de genre. L'idée pour laquelle on a décidé de procéder ainsi, c'est parce que l'égalité de genre quelque chose qui est très étroitement lié aux groupes vulnérables et notamment ce qui se passe envers les femmes et les jeunes filles lors de l'accouchement. Nous avons également des lignes directrices de soins infirmiers basées sur la compassion, des lignes directrices pour faciliter la mise en œuvre de chartes pour le patient mise avec participation, l'intégration des besoins de la communauté. Tout cela a permis de sensibiliser, de créer une véritable sensibilisation. Et pour quelqu'un comme moi qui fait du plaidoyer depuis des décennies pour ce sujet, les progrès sont extraordinaires parce que les soins respectueux maternels néonataux étaient quelque chose dont personne ne voulait même parler, alors que maintenant, c'est vraiment dans les premiers rangs. Et plusieurs conférences scientifiques de soins infirmiers, par exemple, ces dernières années, en ont parlé. Les organes d'associations professionnelles ont accordé la priorité à cela également lors de leurs conférences annuelles. Donc, les soins respectueux sont maintenant devenus une priorité. Le fait d'avoir ces lignes directrices nationales, que cela soit dans le cadre du département du genre ou coordonné par d'autres unités, mais en fait, c'est coordonné par les sections responsables de l'égalité de genre. Cela a permis de mettre cela en avant. Et dans la pratique, les directeurs des services de sages-femmes et hospitaliers, ce sont ceux qui diffusent ces lignes directrices et ils ont une très forte présence. Donc, les sages-femmes, les médecins en sont tout à fait conscients. Donc, c'est un très bon début, même si, bien sûr, cela ne suffit pas. Je m'occupe de formation sur le RMNC et ce que j'ai pu voir, c'est que les lignes directrices ont permis d'ouvrir la voie au dialogue. Nous avons créé des outils de mesure des soins respectueux également et il n'y a pas eu de résistance. Il y a quelques années, ça aurait été assez difficile de mesurer cela ou même d'avoir un outil pour cela au niveau des installations. Et cela a été possible maintenant parce que nous avons ces lignes directrices nationales. Bon, comme je l'ai dit, il y a encore du chemin à parcourir. Au niveau de l'aspect droit humain est très important parce que lorsque je fais mes formations, la plupart des étudiants reconnaissent tout à fait le problème, savent que ce qu'ils font est erroné, mais ne se rendent pas compte que les questions soulevées dans le cas des soins respectueux, et que ce sont des questions liées aux droits humains fondamentaux. Merci, docteur Brenda et Dr. Younis de ces perspectives de l'Éthiopie et de la Tanzanie. Et je vais poser la deuxième question à Christiana avant de revenir à la Dr. Brenda. C'est une prolongation importante du dialogue.
Nous voulons nous assurer que des questions plus vastes autour du soin de qualité soient abordées aux côtés du principe des soins respectueux. Beaucoup de nos collègues dans la communauté de la santé maternelle et néonatale se demandent comment améliorer les RMNC, alors que d'autres aspects importants des soins de qualité ne sont pas présents, sont absents en fait. C'est assez d'approvisionnement, manque de personnel. Ce sont autant d'obstacles qui existent. Comment donner la priorité aux soins respectueux face à ces obstacles? Christiane, merci beaucoup, Dr. Cham. C'est un véritable problème, surtout lorsque l'on a un mandat pour les soins de qualité. Je vais essayer de vous présenter un petit peu le contexte du Nigeria. Nous faisons partie du consortium sur les soins de santé et de qualité et donc nous avons un modèle de mise en œuvre qui essaie de mettre en œuvre des améliorations de qualité au niveau des installations et c'est là la responsabilité du personnel, mais en coopération avec des leaders de la communauté, leaders religieux ou de la communauté, et qui viennent pour essayer de voir ce que nous pouvons faire tous ensemble en tant que communauté pour améliorer les services de qualité. Donc, on en arrive à des priorités en termes de services de qualité. Donc, ils passent par tout le cycle de l'amélioration de la qualité. Donc, ils ont des petites choses en tant que communauté qu'eux-mêmes peuvent faire pour améliorer la qualité des soins. Donc, la liste peut être très longue parfois on demande qu'est-ce que nous pouvons faire. Et ensuite, il y a des activités de plaidoyer à travers de groupes de travail et de plaidoyer qui travaillent avec eux pour faire des plaidoyers auprès des décideurs en disant la communauté a besoin de ceci ou cela pour faire ses premières améliorations. Que pouvez-vous faire pour aider à atteindre ces objectifs, pour améliorer l'environnement de travail? Et cela, dans certains endroits, a très bien fonctionné. Nous savons que parfois les maires préfèrent se rendre dans telle ou telle installation parce qu'elles savent qu'elles vont avoir un soin plus respectueux. Et on, on a vu ces résultats lorsque on les a interrogés. Ils ont dit oui, on peut maintenant aller dans ces installations parce qu'on sent qu'il y a plus de respect. Nous avons également abordé les problèmes de qualité dans d'installation des problèmes parfois tout à fait élémentaires, manque de propreté, manque de sanitaire. Donc là, il s'agit simplement de faire appel aux décideurs pour régler ces problèmes très concrets et très pratiques. Nous savons que la situation n'est pas parfaite, mais ce programme a permis d'améliorer la qualité des soins dans certaines communautés concrètement et ce que l'on ne peut pas faire. On sait maintenant ce qu'il faut, les activités de plaidoyer qu'il faut mener auprès des gouvernements. Donc, merci. Vous travaillez par le biais de sphères d'influence. Brenda. Merci. Une des choses qui me séduit particulièrement, c'est le cadre de l'OMS pour des soins de qualité, où l'on a prestation de soins et expérience de soins. Expérience de soins, finalement, c'est ce qui se rapproche le plus du RMNC, des soins respectueux. Donc, lorsque l'on essaye de réfléchir à un RMC sans les ingrédients nécessaires qui sont requis pour la prestation de services tels que les matériels, les infrastructures, on fait face à une tâche quasiment impossible. Lorsque je fais des formations, je donne toujours cet exemple. Si un pilote aérien vous demandait parce qu'il faut quelle aile couper de l'avion parce que il y a des contraintes économiques, la droite ou la gauche, on ne peut pas, bien sûr. Donc, j'ai l'impression que j'espère que bien sûr, personne ne montera jamais dans un avion avec une seule aile, mais ça donne l'impression que l'on doit choisir entre une chose et une autre. Et des prestataires de soins et les femmes dans ces circonstances font face à des
question extrêmement difficile. Il est très difficile de choisir la meilleure réponse dans de tels contextes. Je sens qu'on a vraiment, alors que moi, je pense qu'on a vraiment besoin des deux. Il ne peut pas y avoir de soins respectueux sans un professionnel de santé qui a la formation nécessaire et les ressources nécessaires pour faire son travail. On ne peut pas avoir une femme qui meurt de façon respectueuse. Vous pouvez faire preuve de respect, mais si vous n'avez pas ce qu'il faut pour stopper une hémorragie, à quoi cela sert? Donc, dans ce que l'on donne la priorité à l'RMC, il ne faut pas oublier et il faut investir absolument dans les ingrédients indispensables pour apporter aux femmes les soins qu'elles méritent, y compris un nombre suffisant de personnel et de personnel bien formé. Donc, parfois, on met l'accent sur le développement des compétences et l'on a une personne extrêmement bien formée, alors qu'en fait, il faut en avoir deux ou trois ou toute une équipe parce que l'obstétrique, c'est un sport d'équipe. Donc, et parfois, on se retrouve à vraiment faire pression sur les personnels de santé. On leur demande quasiment de transformer du plomb en or. Et bien sûr, c'est totalement impossible. Donc, je ne sais pas quelle serait la bonne terminologie, mais on ne peut pas dire c'est tout ou rien. On ne peut pas s'attendre du personnel de santé qui fasse des soins respectueux, comme dans la définition qu'on nous donne, sans le cadre adéquat pour cela, avec suffisamment de ressources, de formation et d'équipements, etc. Je sais que dans notre cas, nous avons investi beaucoup. La Tanzanie est une des régions où il y a eu beaucoup de recherches et d'études réalisées et ça a permis de révéler vraiment la prévalence du manque de respect. On a investi presque 10 millions dans ce domaine, mais maintenant, cela a permis de faire vraiment des progrès. La qualité des soins a été multipliée par 6. Le taux de mortalité a chuté et nous savons que maintenant, l'on peut beaucoup mieux mesurer ce qui se passe. Et au début, il y avait beaucoup de résistance, mais maintenant, le personnel est prêt à être évalué, mesuré, parce que l'on en a vu les résultats. Mais il a fallu pour cela investir dans l'ensemble du paquet de soins. On ne peut pas faire l'un ou l'autre. Merci, Dr. Brenda, ce qui me mène très fluidement à la question suivante. Comment soutenir le personnel de santé? Et c'est un point critique, la question de la santé mentale des prestataires de services et de la compassion envers soi-même, ce qui était en première ligne lors de la pandémie. Nous savons que c'est important en cas de soins respectueux. Les prestataires font face à des difficultés et à des obstacles socio-économiques, professionnels, culturels. Comment les aider à surmonter ces obstacles? Quels sont les liens entre RMNC et la compassion qui pourrait permettre d'accomplir des progrès? Ce sont des questions complexes, mais je suis sûre que la docteure Ursula aura des idées à partager. Merci beaucoup. Effectivement, le bien-être psychologique des personnels de santé est très important si l'on veut qu'ils réalisent un bon travail. Et sur la base des résultats d'une étude que nous avons réalisée avec l'aide de l'université il y a 2 ans, nous avons pu voir qu'un grand nombre de personnes de santé faisaient face à des niveaux très élevés de stress. Si nous regardons ce qu'ils font, le travail qu'ils accomplissent, ils ont vraiment besoin d'être soutenus. Et je pense qu'il est donc important d'aider ces sages-femmes, ces infirmières à mieux se comprendre elles-mêmes, comprendre quelles sont les lacunes, les problèmes, les obstacles qu'elles rencontrent pour qu'ainsi on ne soit plus facile de définir des solutions et qui permettent de les soutenir. Lorsque l'on peut les soutenir, c'est à ce moment-là qu'elles peuvent fournir des soins maternels et néonataux plus respectueux. Et on revient un petit peu aux soins, pardon, au proverbe, aux citations de la Bible, traite-toi toi-même comme tu voudrais traiter les autres. Si l'on veut qu'ils soient respectueux et qu'ils fassent preuve de compassion et d'amour, il faut être respectueux, faire part de compassion envers eux. Donc, il faut écouter absolument leur voix parce que parfois, ces personnels de santé tout seuls n'arrivent pas à s'exprimer, ne peuvent pas se faire entendre. Donc, une fois que l'on connaît leurs problèmes, leurs difficultés, qu'on en tient compte sérieusement et que l'on peut soutenir et
accompagner leurs besoins, leurs demandes, de fournir les formations adéquates qui vont leur aider et les aider à fournir des soins respectueux. Tout cela permettra d'améliorer l'ensemble du système parce que lorsque quelqu'un sait qu'il travaille bien et que sa satisfaction professionnelle s'accroît, il continuera à mieux travailler également. Donc, il faut ce soutien à la base. Il faut également des programmes de mentorat psychologique qui aideront à renforcer les compétences requises pour ces sages-femmes et infirmières pour qu'elles fournissent des soins respectueux. Merci beaucoup à la docteure Ursula pour une réponse très complète. Docteur Kwame, merci beaucoup tout d'abord de me donner l'opportunité de répondre à cette question et je me félicite que l'on tienne compte des professionnels de santé. Le concept de soigner les soignants est très important. Si l'on ne peut pas prendre soin des soignants, comment eux-mêmes vont-ils pouvoir apporter les soins requis aux femmes et à leurs patientes? C'est très important. Les sages-femmes elles-mêmes se retrouvent à travailler dans des conditions très difficiles. Parfois, nous avons une étude qui montrait que plus de 50% des sages-femmes sont la cible de manque de respect de la part de collègues ou d'autres personnels et se sentent victimes d'harcèlement, vivent dans des environnements difficiles, mauvais logements, etc. Donc, si l'on tient compte de tous ces contextes, de toutes ces difficultés, on se rend compte que ces femmes font face à des grands problèmes économiques. Elles sont mal rémunérées, leurs conditions de travail ne sont pas bonnes. Par exemple, si vous venez au Ghana, les salaires sont tellement mauvais que la plupart des personnes veulent quitter cette profession. Donc, nous avons besoin également d'assurer des cours de formation, et bien leur montrer que l'on apprécie la difficulté de leur travail et parfois parce qu'elles sont sous des grand stress, elles vont peut-être diriger leur stress vers les patients. Donc, pour cela, nous avons besoin de cours et de formations montrant à ces sages-femmes comment gérer leur stress également. Et je crois qu'il est important d'intégrer des soins respectueux dans les institutions elles-mêmes. Les personnes qui viennent juste de terminer leur formation médicale, cela devrait être intégré dans ces formations médicales. Ainsi, même si elles font face à des périodes de stress et de difficultés, elles se souviendront toujours de la priorité, du fait que le patient a toujours raison et que les frustrations ne devraient pas être dirigées vers les patients. Autre chose qui est important également, c'est de se pencher sur les systèmes de santé. Parfois, on se rend dans certaines installations sanitaires dans les pays à revenus moyens intermédiaires et l'on voit qu'il y a peu de professionnels de santé pour faire face à un grand nombre de patients. Donc, il faut améliorer les capacités en personnel des systèmes de santé. Et ce que l'on oublie bien souvent, c'est la nature psychologique aussi, une gestion psychologique des sages-femmes qui traversent des périodes difficiles, par exemple. Lorsqu'il y a un mauvais résultat, lorsqu'elles perdent un enfant, un nouveau-né, cela peut avoir un impact dévastateur. Donc, il faut que les sages-femmes aient un soutien psychologique également lorsque les situations sont difficiles. Et tout cela ne pourra qu'améliorer les soins respectueux, les soins maternels et alimentaires respectueux. Je dois également mentionner le fait qu'il faut préparer les femmes, y compris lorsqu'elles sont enceintes et lorsqu'elles arrivent en clinique. Certaines sont
ne savent absolument pas à quoi s'attendre. Elles n'ont pas du tout été préparées. Donc, je crois qu'il faut faire cela et prévenir les femmes, expliquer ce qu'est une grossesse et comment cela va se passer, comment le travail de l'accouchement va se dérouler, parce que cela aiderait également à réduire la maltraitance pendant l'accouchement. Merci beaucoup, Comine. Nous avons très peu de temps. Donc, une dernière question et je vous donnerai la parole pour 1 minute chacun. C'est une question sur l'inclusion des femmes et des communautés. Comment pouvons-nous amplifier ces voix essentielles tout en assurant que les perspectives des personnels de santé est également représentée? Y a-t-il une manière de rassembler tout ce point de vue et d'équilibrer des besoins divers? Et côté mesure et évaluation, comment mesurer, comment évaluer ces voix aussi? Et je commencerai tout d'abord par Christiana. 1 minute pour répondre à cette question. 1 minute, Christiane. Merci beaucoup, Dr. Shams. Lorsque nous avons lancé l'Alliance il y a quelques années au Nigeria, on a posé la question de savoir quelles étaient la priorité chez les femmes. On a essayé d'être porte-parole de ces femmes, et il faut aussi, pour bien faire ce rôle de porte-parole, il faut vraiment savoir quelle est la question au cœur des problématiques des femmes. Alors, il demande des professionnels de santé qualifiés, c'est-à-dire des sages-femmes qui soient compétentes, qui soient qualifiées, et il faut également savoir ce qu'en pensent les sages-femmes. Donc, il faut les intégrer dans les études et il faut leur poser la question également de ce qu'elles voudraient voir améliorer pour que l'expérience de santé maternelle et néonatale se passe pour le mieux. Il faut également intégrer les communautés. Je pense qu'il faut les faire participer à la prise de décision. Nous avons essayé d'intégrer cela dans la prise de décision et voir en termes de coûts comment cela se traduit dans la réalité. Donc, il faut que l'on puisse capter les aspirations des femmes et des filles dans la communauté pour pouvoir fournir la meilleure expérience possible au moment de la naissance. Alors, il s'agit d'une expérience de soins, et il faut que l'on sache exactement ce qu'en pensent les femmes concernées. Est-ce qu'elles se sentent respectées ou non, ou que leur dignité est respectée ou non? Et pour les femmes et les filles, moi, je rassemble ces données, ces réflexions pour essayer de mieux travailler ensemble pour s'assurer que dans la communauté, on ait un écho et qu'on puisse assurer une meilleure qualité de soins et que l'on puisse encourager les femmes à également demander de meilleurs services. Nous avons utilisé plusieurs instruments de mesure tels que des réactions après l'accouchement. Nous avons interrogé les femmes pour leur demander qu'est-ce qu'elles aimeraient voir comme amélioration. Et on essaye donc de faire en sorte non seulement d'identifier les problèmes, mais de faire en sorte que ces données améliorent la prestation de services de santé. Merci beaucoup. Docteur Kwame. Je crois que le docteur Christiana a parlé essentiellement de la perspective du point de vue de la patiente. Mais lorsque l'on regarde les directives de l'OMS qui donnent des recommandations sur les grossesses, sur les soins périnataux et néonataux, je crois qu'il faut intégrer cela dans chaque dispensaire de santé, dans chaque établissement de santé et compléter cela avec la prise en compte de l'opinion de la patiente, de ses aspirations.
notamment l'expérience du travail précédant l'accouchement. Il y a un guide du travail et cela est très important. Cela montre ce que sont censés faire les professionnels de santé, les sages-femmes, des choses qui sont importantes et des choses qui sont moins importantes, qui ne devraient pas venir obscurcir l'important. Il faut aussi prendre en compte les besoins psychologiques et je suis persuadée que si l'on prend en compte non seulement les besoins physiologiques, mais également les besoins psychologiques, on pourra faire de grands progrès. Les études réalisées dans plusieurs pays, notamment celles réalisées par l'OMS au Ghana, au Nigeria et dans d'autres pays, nous permettent d'avoir des outils d'observation pour débusquer les mauvais traitements. Cela peut être utilisé également en phase postnatale. Donc, il y a certains aspects qui nous permettront d'être en meilleure posture par rapport aux soins de santé maternelle et postnatale. En Éthiopie, il faut mieux comprendre le contexte des soins de santé, non seulement dans le cadre du contrôle qualité tel que recommandé par l'OMS, mais je crois que jusqu'à présent, la qualité des soins a été mesurée de façon très parcellaire, de façon très fragmentée. Donc, c'est très important maintenant de mesurer, par exemple, ce qu'a ressenti la mère au moment des soins reçus lors de l'accouchement. Et il faut recouper cela avec un certain nombre d'éléments qui nous permettra d'avoir un aperçu plus clair de la situation pour lequel il faudra faire participer la communauté, la famille et l'ensemble l'ensemble des intervenants autour de la mère elle-même. Il faut avoir une plateforme qui nous permette d'avoir une interface entre les hôpitaux, les établissements de santé pour savoir comment ils mesurent la qualité des soins et il faudra comparer cela avec le ressenti des mères. Nous voulons encourager les gouvernements à prendre les mesures nécessaires sur la base des réactions qui auront été entendues, également ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y aura donc un dialogue pour améliorer la fourniture non seulement du service de santé, mais en incluant beaucoup d'autres éléments tels que des éléments de gestion du quotidien. Il y aura également un œil à garder sur les communautés dont font partie les femmes, voir comment entendre les représentants de ces communautés, comment entendre la voix des groupes de personnes qui se réunissent pour parler, par exemple, des soins de santé. Ceci a déjà été entamé dans un certain nombre de pays et je crois qu'on est en train de passer à la vitesse supérieure dans plusieurs régions. Donc, il y a nécessité de savoir quelle est la bonne fréquence à laquelle fournir et apporter les soins de santé. Est-ce que c'est au quotidien? Est-ce que c'est un suivi qui soit hebdomadaire ou bien plus espacé? Il est important de disposer de cette information pour l'intégrer dans les recherches et améliorer les mesures à prendre. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives d'amélioration
dans la communauté et ceci doit être inclus dans les recommandations. Ceci a déjà été mis sur pied dans un certain nombre de districts et nous voulons améliorer la prise de décision, améliorer les soins respectueux pour les mères et les nouveau-nés. Et il y a également d'autres éléments, non seulement la recherche pour identifier quels sont les différents critères, mais ensuite la diffusion et l'utilisation de ces données. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Dr Ursula? Merci beaucoup. Je ne veux pas répéter ce qu'ont dit les autres, mais je voudrais m'assurer que nous avons un engagement au niveau officiel, au niveau de la communauté. Au Malawi, nous avons différentes alliances avec USAID, avec d'autres associations, et nous avons au Malawi des politiques et des directives en termes de politique pour les sages-femmes, et nous avons déjà des positions qui sont établies de très longue date par rapport au ministère de la Santé. Un exemple, nous n'avons jamais eu de sages-femmes qui occupent des postes importants dans les organisations de santé. Or, je pense qu'il serait important d'avoir une voix qui se fasse entendre chez les sages-femmes. Il faudrait une spécialiste des soins maternels. Par exemple, tout récemment, il y a eu une offre de poste à l'hôpital et nous avons spécifiquement demandé des connaissances de sages-femmes et de soins maternels et de naissance. Donc, nous espérons que ceci donnera des bons résultats. Nous avons vu également un soutien beaucoup plus important de l'ordre de 60% à des informations en planification familiale. Donc, il y a un effort nourri en ce sens et nous essayons de renforcer également l'emploi de personnel à des positions d'information pour informer les familles. Nous avons de l'ordre de 700 personnes qui sont déployées dans l'ensemble du pays, des 700 sages-femmes déployées dans l'ensemble du pays. Nous avons à peu près 63 établissements qui donnent des soins de santé, mais nous n'avons que peu de sages-femmes par rapport à tout le travail à réaliser, notamment dans les régions périphériques et inaccessibles. Donc, il est très important d'essayer d'améliorer la formation et d'améliorer la couverture de terrain au Malawi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Ursula. C'est vraiment une discussion très riche et on est heureux de mettre ensemble toute cette expérience. C'est toujours difficile de synthétiser quand il y a tant de choses et tant d'efforts et d'initiatives sur le terrain dont on aimerait parler. Nous allons poursuivre cette conversation et déjà, je voudrais vous remercier pour votre participation et nous serons heureux de pouvoir poursuivre notre discussion à l'avenir. Je voudrais à nouveau remercier les différents intervenants de notre panel et nous allons essayer de poursuivre cette voie ensemble au niveau de la conférence de santé maternelle et néonatale de 2023 que nous commençons d'ores et déjà à préparer. Nous voulons voir quelles sont les ressources auxquelles nous pouvons faire appel. Nous pouvons avoir davantage d'informations également dans le cadre de l'OMS. Et vous allez maintenant avoir une petite enquête sous forme de questions qu'il faudra
reprendre à l'écran et y répondre. Quelles sont les questions les plus brûlantes d'après vous? On veut centrer notre réflexion autour de 3 questions et on aimerait savoir, d'après vous, quelle est la meilleure question parmi ces 3 à poser aux différents panélistes. Donc, je vous invite à faire dérouler le menu jusqu'en bas de l'écran pour pouvoir voter sur la question que vous préférez. Et on va poser la question qui a recueilli le plus de suffrages aux différents membres du panel pour qu'ils y répondent. Première question, pouvez-vous décrire une façon importante dont les programmes dans les différents pays permettent une responsabilité dans la prestation des soins de santé? Deuxièmement, quelle serait une stratégie réussie pour pouvoir atteindre une culture de respect et de compassion au niveau institutionnel plus qu'au niveau personnel? Troisième question, quels seraient les programmes qui permettraient d'assurer que des approches de soins respectueux soient appliquées en tenant compte du contexte local du pays? Donc, réfléchissez à ces questions. Je vais vous donner 2-3 minutes pour que vous puissiez sélectionner la question que vous préférez, qui sera ensuite posée aux différents membres du panel. Donc, je vais vous laisser quelques minutes. Vous allez pouvoir faire dérouler le menu jusqu'en bas et choisir la question qui vous paraît la plus importante. Okay, I see the responses are coming in and it's looking. Je vois que les réponses arrivent. Les scores sont assez rapprochés. Just a few more moments, just giving it just a Quelques few more. instants de plus, quelques secondes de plus pour que vous puissiez faire votre choix. Okay, so thanks for all the votes. Merci. Great to see everybody's smiling faces on the screen now. Alors, nous avons notre question prioritaire et c'est la deuxième question que je vais vous lire. Pourriez-vous nous décrire une stratégie réussie qui a entraîné une culture de respect et de compassion au niveau institutionnel plutôt qu'individuel? Je vais commencer par la docteur Colmé et puis nous passerons à la docteur Christiana. Vous avez la parole. C'est une question intéressante. C'est une question importante parce qu'il est important de voir comment les soins respectueux de maternelle peuvent être intégrés au niveau institutionnel. Tout d'abord, je voudrais dire que les soins maternels respectueux sont un élément clé d'un soin de qualité et c'est également un droit fondamental, un droit humain fondamental. Nous avons besoin de voir ce qui se passe au plus haut niveau de l'institution pour que les personnes soient formées avec les principes fondamentaux. Pour ceux qui travaillent déjà, il faut mettre en place des programmes, des cours de formation ou de reformation intégrant ces principes. Et puis, au niveau politique également, je crois qu'on devrait essayer de voir comment est-ce que l'on peut récompenser et sanctionner. Bon, je n'aime pas tellement utiliser le terme sanctionner, mais ces mauvais comportements ne sont pas acceptables. Il faut tenir compte également de la psychologie des
personnel de santé, comme je l'ai dit, comme il a été dit, certains font face à des problèmes difficiles. Et donc, lorsque l'on tient compte de tout cela dans le système sanitaire, je suis sûre qu'on sera même d'améliorer des soins respectueux, des soins maternels respectueux de manière intégrée dans le système. Et je crois que l'éducation des patients est également importante et l'éducation de la communauté, qu'il faut aussi impliquer pour qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux aussi. Un aspect important, c'est de donner plus de responsabilisation, de pouvoir aux femmes pour qu'elles sachent ce qu'elles peuvent avoir, ce à quoi elles ont droit, ce qu'elles devraient exiger. Je crois que tout cela est nécessaire pour avoir des soins maternels respectueux d'un système au niveau institutionnel. Christiana? And I like the fact that Dr. Kwame, Merci. mentioned the human. Dr. Kwame a mentionné l'approche des droits fondamentaux, des droits humains. Et je crois que c'est indispensable parce qu'une culture de respect et de compassion exige une intervention sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, il faut que l'environnement soit propice et ce sont les décideurs politiques qui peuvent mettre en place un environnement positif, favorable, permettant aux professionnels de pratiquer avec respect et dignité. Et que les prestataires de services et communautés doivent être des vecteurs de changement également parce qu'au bout du compte, lorsque l'on fait des formations sur les soins respectueux, les gens s'inquiètent de ce qui est considéré comme maltraitance parce que bien souvent, c'est considéré en fait comme quelque chose de normal. Donc, il y a un aspect de sensibilisation et de reconnaissance à chaque niveau. Les gens doivent bien comprendre qu'est-ce que c'est que le respect, qu'est-ce que la maltraitance et comprendre l'approche basée sur les droits humains. Help with the argument. People always come to say, okay, so Parce qu'on a fait souvent face à l'argument, si quelqu'un va à l'hôpital et ne peut pas payer, qu'est-ce que je fais? On ne peut pas l'écarter, mais s'il vient avec un soutien religieux qui ne veut pas que cette personne soit là, comment réagir? Enfin, il faut beaucoup tenir compte du contexte. Les soins respectueux, cela en fait commence à l'école, bien comprendre le principe du respect. Et ensuite, comme je l'ai dit, tout au long de la formation professionnelle et au niveau de la communauté. Cela est indispensable pour s'assurer que les personnes et les femmes dans la communauté comprennent quels sont leurs droits et s'affirment devant les prestataires de services. Cela permettra d'institutionnaliser les soins respectueux dans à tous ces différents niveaux. Merci beaucoup, Dr. Brenda. Merci. Il y a des arguments scientifiques basés sur l'amélioration de qualité de la continue et une gestion de la qualité est le meilleur moyen de mener l'amélioration continue et d'intégrer l'expérience de soins dans la prestation de soins. Ce dont on a besoin maintenant, c'est d'encourager les instances dirigeantes à écouter les patients et écouter les prestataires pour que les prestataires de services eux-mêmes se sentent appréciés. Si nous voulons mesurer, la mesure doit se faire au niveau des installations où les personnels de santé et sécurité peuvent être impliqués pour identifier les lacunes et arriver à des solutions qui pourraient être durables et réalistes. Merci beaucoup, Dr. Osna. Puis on conclura avec Dr. Younis. Dr. Ursula. Thank you very much. Merci. En fait, je vais prendre un point de départ différent. J'ai regardé la présence du compagnon d'accouchement de choix et je crois que c'est vraiment un excellent point de départ. C'est quelque chose qui existe dans toutes les cultures, Afrique, Asie ou ailleurs. Et c'est un point de départ important. Si une femme en travail a un compagnon, son compagnon de choix à ses côtés, les études ont montré que ces maltraitances
n'apparaissent plus, enfin, ou sont grandement réduites. Et c'est une stratégie très peu coûteuse, mais qui est très facile à mettre en œuvre. Au Malawi, par exemple, un groupe de travail a été récemment créé pour voir quels sont les rôles, les responsabilités appropriées des compagnons d'accouchement lorsqu'ils sont aux côtés de la femme qui accouche. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés, parfois pratiques, infrastructures, dont il faut tenir compte. Mais il est important de définir clairement les rôles et les responsabilités entre les compagnons de travail et d'accouchement et le prestataire de santé, et cela améliorera des soins maternels respectueux. Donc, le compagnon de travail d'accouchement de choix, je trouve que c'est vraiment une solution pratique. Oui, merci beaucoup de cette stratégie très pratique et pragmatique. Docteur Yunis? Merci beaucoup. C'est une très bonne question et j'élargirai peut-être autour du commentaire de Brenda sur la responsabilité institutionnelle. Les équipes responsables de l'assurance qualité peuvent faire des évaluations de la qualité de soins, les soins respectueux, et tout cela peut être transmis aux instances dirigeantes en utilisant des critères précis. Également au niveau sectoriel, ce qui signifie que les dirigeants politiques doivent être impliqués. Avec cette approche sur plusieurs facettes, on peut avoir des succès pour réduire la mortalité et créer une culture de responsabilité axée sur l'accès aux services, la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Tout cela peut être utilisé et répandu en fait à d'autres domaines pour s'assurer que un plus grand RMN et s'assurer que cela est institutionnalisé et donc approprié par l'ensemble du système en général. Merci beaucoup, Dr. Unis. Comme je le disais, c'est un récit, un narratif qui va se poursuivre jusqu'à la conférence de 2023. Donc, pour nous, je crois que c'est une opportunité. Et pour cela, je voudrais d'ailleurs redonner la parole aux nos intervenants encore une fois pour une conclusion. Et nous aimerions, dans ce dernier moment du dialogue, revenir à chacun de nos intervenants pour quelques mots de conclusion. Nous avons entendu de nombreuses suggestions pour faire progresser les soins maternels respectueux pendant ces dialogues. Et je voudrais maintenant demander à chaque intervenant dans leurs propres mots leur priorité principale pour des soins maternels respectueux dans leur propre pays ou dans leur pratique. Et n'oubliez pas qu'il s'agit également de se projeter vers l'avenir, vers 2023, d'une manière pratique et pragmatique. Donc, la possibilité de passer à l'action. Docteur Yunis d'abord, puis Docteur Ursula. Docteur Yunis? Merci. Il faut généraliser les soins respectueux avec le soutien de différentes parties prenantes et cela nous permet d'améliorer l'apprentissage qui se poursuit tout au long de ce processus. Nous voulons nous assurer qu'un soin respectueux soit intégré dans le système de soins de manière générale, privé et public, et dans tous les programmes de soins maternels. Donc, pour en arriver là, cela exige un effort concerté et un leadership déterminé au niveau national. Et également des dirigeants d'installations sanitaires qui soient sensibilisés et motivés parce que sinon, il sera difficile de progresser. Donc, pour cela, il faut plus de ressources, plus de personnel
personnel de santé et se concentrer également sur la formation et la qualité de la formation fournie. Merci. Merci, Dr. Younis. Et on relie cela à la compassion, encore une fois, mais en mettant l'accent sur le leadership, l'implication du leadership à plusieurs niveaux. Docteur Ursula, merci beaucoup. En ce qui me concerne, je pense qu'il est tout à fait possible d'arriver à des soins respectueux selon les ressources que l'on a à sa disposition. Mais pourquoi ce dont nous avons le plus besoin, c'est du plaidoyer pour des politiques qui soutiennent, qui sous-tendent les soins respectueux, ce maternel respectueux. Et cela devrait être défendu au plus haut niveau pour ensuite être décentralisé au niveau des installations et des institutions pour insister auprès des prestataires de santé. Si les prestataires de santé travaillent dans des environnements difficiles, stressants, il est très difficile pour eux de fournir des soins appropriés. Donc, que pour les encourager à faire preuve de compassion, il faut faire preuve de compassion envers eux également. Et nous savons qu'à ce moment-là, nous pouvons promouvoir et encourager des attitudes positives. Bien souvent, les prestataires de santé ne portent pas de soins respectueux parce qu'ils ont des attitudes négatives envers leurs patients. Ce n'est que lorsque quelqu'un accepte et bien traité, qu'il peut bien traiter les autres également. Et appliquons donc le principe judéo-chrétien. Aime-toi d'abord pour pouvoir aimer les autres. Donc, le respect pour les soins maternels est tout à fait réalisable au niveau institutionnel, dans nos institutions. Merci Ursula. Et là, le mot sur lequel vous avez insisté, c'est réalisable. Et mettre l'accent sur l'autocompassion, la compassion envers les prestataires de santé. Docteur Brenda? Mon message pour les personnels de santé, ceux qui peuvent, ceux qui ont les cordons de la bourse, c'est d'investir dans le personnel de première ligne pour qu'ils aient les moyens de fournir le soin holistique, les soins généraux qu'ils devraient apporter. Donc, on retrouve un mot qui avait déjà été cité lors du dialogue précédent, investir. Merci. Christiana? Vous avez peut-être oublié d'allumer votre micro. Merci. Christy. Alors, en ce qui concerne RMNC, il est difficile de dire aux personnes de pratiquer des soins respectueux lorsqu'ils ne sont pas dans un bon contexte. Il faut un contexte adéquat, des ressources adéquates également, comme d'autres l'ont dit. Lorsque l'on fait face à tous les prestataires de campagne et finalement, ce dont ils ont besoin, ce sont des équipements, des ressources pour pouvoir apporter des services de qualité. Ils ont également besoin, cela dit, il y a également besoin de redevabilité à tous les niveaux. Pour cette redevabilité, il faut une meilleure information, de meilleures connaissances auprès des communautés également. Et cela, finalement, ne peut qu'améliorer la confiance entre communautés. Tout cela, ce ne pourrait qu'être positif et améliorer les résultats de santé également. Merci beaucoup. Donc, la responsabilité et les ressources également. Docteur Kwame, plus beaucoup de temps pour vous. Merci. Je pense qu'il faut bien comprendre que c'est une question mondiale et donc il faut un effort mondial. Cela dit, à part des changements systémiques, changements politiques, on peut parler également de formation et puis des interventions spécifiques au contexte selon les pays, parce que la plupart pensent. Il y avait beaucoup de femmes qui considéraient que c'était tout à fait normal d'être maltraitée si le bébé n'arrivait pas, alors que nous avons besoin donc d'une sensibilisation à ce niveau. Et cela ne
pourra qu'améliorer les résultats de santé. Et c'est tout à fait réalisable, comme il a été dit, sur le continent africain également. Merci beaucoup. Conclusion importante sur la spécificité des contextes. Nous pourrions continuer bien longtemps parce que vous avez des connaissances infinies, chers collègues, mais nous, malheureusement, ce n'est pas possible. Il me reste à vous remercier d'avoir partagé ces connaissances et cette sagesse avec nous. Demain, nous poursuivrons nos discussions qui se poursuivront de toute façon jusqu'en 2023. Demain, nous avons le lancement spécial de IMNHC, donc un moment important. Je reviens à 5 points que je peux peut-être reprendre de mes collègues. On a parlé de leadership à tous les niveaux, multiniveaux, réalisable. Et ça, je crois que c'est un point très important dans tout contexte. Comment réaliser ces investissements? Cet investissement n'est pas simplement financier, mais sous toutes ses formes, responsabilité, redevabilité, et tout en reconnaissant la contribution des services de santé et sa responsabilité. Et le dernier mot, une spécificité liée au contexte. Et cela est indispensable, bien sûr, pour réfléchir à l'amélioration des soins maternels respectueux à travers le monde. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les personnes qui ont participé, tous les délégués, les intervenants, les panélistes, d'avoir partagé leurs connaissances et leurs réflexions avec nous. Merci beaucoup et bonne journée.